Leur forme, leur matière, leurs reflets rendent les toits de Paris reconnaissables entre tous. Ils jouent un rôle capital dans l'imaginaire collectif de la ville. Ces belvédères, qui offrent des vues inoubliables sur l'une des plus belles capitales du monde et ses prestigieux monuments, demeurent encore souvent difficiles d'accès. On ne les avait tout simplement pas conçus pour cela, et seuls quelques privilégiés y accèdent. Pourtant, les toits se laissent peu à peu conquérir par des Parisiens passionnés, qui souhaitent élargir leurs perspectives et au passage changer leur ville. Au Grand Palais, célèbre pour ses immenses toitures de verre, le changement s'est produit il y a quelques années, avec l'arrivée d'une vie animale plutôt inattendue. Une vie que Nicolas Géant a amenée avec lui sur les toits. Apiculteur depuis l'âge de 15 ans, Nicolas possède aujourd'hui près de 800 ruches, dont plus d'une centaine installées au cœur de Paris, et quelques-unes sur des toits prestigieux comme celui-ci. À l'heure où le taux de mortalité des abeilles ne cesse de s'aggraver et que le nombre d'apiculteurs diminue tout comme la production nationale de miel, l'objectif de Nicolas est clair. J'ai voulu installer des ruches sur les toits de Paris pour faire passer le message comme quoi on marchait sur la tête. C'est-à-dire que l'abeille des villes se porte mieux, vit mieux, produit plus de miel que l'abeille des champs. Je suis venu au Grand Palais et j'aurais expliqué et parlé du projet. Ils m'ont dit pas de souci, allez-y, posez vos ruches sur le toit. C'est pour moi le plus beau toit que j'ai à Paris, hein, avec la verrière est magnifique et on est au pied de la Seine, c'est vraiment extrêmement beau. C'est les mêmes ruches, c'est les mêmes abeilles, c'est la même façon de les travailler, à quelques dizaines de kilomètres d'intervalle, entre la grande plaine de Beauce, la grande plaine de Versailles et le plein cœur d'une ville comme Paris. Et les abeilles vivent effectivement beaucoup mieux ici en plein cœur de ville, pour deux principales raisons. La biodiversité et la pollution. Biodiversité, on voit ici dans toutes les avenues, dans tous les parcs, on a énormément d'arbres, de fleurs, etc. Donc on arrive à produire 3 fois plus de miel ici en plein cœur de Paris que dans les zones cultivées où vous avez 30 hectares de blé, de maïs, d'orge. Et pour nous, c'est ce qu'on appelle un désert vert. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien à manger. Et la deuxième raison, la pollution. Alors effectivement, on a toujours la pollution des voitures à Paris, mais on n'a pas toute la pollution d'insecticides, fongicides, pesticides, herbicides, etc. qu'on retrouve dans les zones cultivées. Outre les 5 ruches qu'il a placées au Grand Palais, c'est également face à la Seine que Nicolas en a posé 6 autres, sur le toit-terrasse d'une célèbre enseigne de la gastronomie parisienne. La Tour d'Argent. Je suis venu la première fois, on a fait le tour, on a vu que les toits étaient fabuleux. Et donc on a installé les premières ruches pour avoir le miel, pour le chef, pour la cuisine. Pour être un bon apiculteur, il faut savoir observer. Observer ses abeilles, observer le biotope, notamment les fleurs, et observer aussi la météo. C'est la somme des trois qui fait qu'on a une bonne récolte de miel. En 2011, le miel de Paris, on fait analyser tous les ans, et dans le miel de Paris, il y avait 24% des pollens qui étaient les pollens d'oranger, de mandarinier, citronnier. C'est normalement un miel qu'on retrouve dans le sud de l'Espagne, pas du tout ici, mais sur les balcons, les gens ayant des orangers, des mandariniers, citronniers, les abeilles vont butiner et ramènent du pollen. Le côté très agréable, c'est effectivement que nous, quand on va sur les ruches, sur la Tour d'Argent et partout, c'est le grand bonheur quand on arrive ici, comme ici, sur les toits. Moi, je prends toujours 5 minutes, je m'assois sur le banc et j'admire Paris. C'est juste magnifique d'avoir des bureaux comme ça. Je pense que ça fait partie des plus beaux bureaux du monde. Des bureaux aux lignes plutôt homogènes et dont ne dépassent en général que les hauts toits des monuments historiques, comme ceux, par exemple, de la cathédrale russe de Paris. Les équipes de Julien Socard, le directeur des travaux d'une grande entreprise de couverture, y interviennent à plus de 80 mètres du sol pour rénover les bulbes des clochetons orthodoxes. On démonte le bulbe, on restaure toute son armature métallique qui s'est corrodée dans le temps.
et on ramène toutes les feuilles. Ce sont plein de coquilles en cuivre, restaurées, réparées et ressoudées tout ensemble. Après, il y a plein d'habillages en plomb qui viennent protéger la pierre dans ses parties basses. Le couvreur est là pour aider la pierre à vivre plus longtemps. Et on a beaucoup d'habillages en plomb sur toutes les petites lucarnes et les oculus en pierre. C'est exceptionnel de le faire. On est ravis d'avoir un chantier comme celui-là. Héritage de la révolution haussmannienne opérée dans la seconde moitié du XIXe siècle, la légendaire nappe grise des toits de Paris forme une étendue semble-t-il infinie de zinc et d'ardoise. Elle recouvre 40% de leur totalité, soit près de 1000 hectares. Aucun monument n'y a échappé, y compris la grande chancellerie de la Légion d'honneur, dont la belle coupole classique bénéficie des attentions régulières de Julien. Bonjour Didier. Salut Julien. Ça va? Bonjour Emilio. Bonjour. Ça va? Bon alors? Là, il y a un problème de fuite là. Ouais. Il y a pas mal d'eau qui doit stagner dans le coin sur cette table de plomb. Qu'est-ce que vous pensez? Moi je pense qu'il faudrait ressouder des platines ici. On se mettre une platine là, Vous 30 avez- par 30, de façon à boucher ces trous là. Les matériaux qu'on utilise en couverture sur les toits parisiens sont principalement de l'ardoise, du zinc, de la tuile dans le vieux Paris, et puis sur des bâtiments plus prestigieux, du cuivre qui verdit quand il vieillit, et puis aussi des belles terrasses en plomb. Le plomb est un matériau exceptionnel dans le monde du bâtiment, notamment sur les monuments historiques. Le zinc est beaucoup utilisé à Paris sur les immeubles haussmanniens, et le zinc est grandement utilisé parce que sa mise en œuvre est assez facile. C'est un matériau assez léger et qui est très durable aussi. Il résiste très bien à l'oxydation, c'est parfaitement adapté aux toitures. Le point ultime de ce bâtiment, c'est ce qui lui donne son aspect magnifique, c'est son dôme côté Seine, qui est couvert en cuivre, donc extrêmement durable. C'est du cuivre d'1 millimètre d'épaisseur, autant dire que c'est quasi inusable. C'est tout l'habillage avec les ornementations, les feuillages et les petits emblèmes de la Légion d'honneur qui sont tout autour de la couronne, qui donnent son style particulier à cette toiture. Un couvreur parisien doit savoir tracer sa feuille de zinc pour la débiter, la plier, lui donner ses formes. Il doit savoir souder parce que le métal, tous les métaux se soudent en couverture. Le plomb, par exemple, lui nécessite d'apprendre à être battu. Il faut savoir le taper, mais c'est pas le taper, c'est pas le frapper, c'est déplacer la matière pour le mettre en forme. C'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, avec les anciens qui transmettent ce savoir-faire et qui veulent bien aussi le transmettre aux jeunes générations qui arrivent, parce que ça se mérite d'apprendre un bon coup de main dans le BTP. Il est très dur de travailler tout seul en couverture et on a tous un peu l'esprit d'équipe, une obligation de cohésion dans l'équipe pour sortir un ouvrage. Quand on termine un ouvrage qui a duré 1 an, 2 ans ou 3 ans sur des grosses réflexions, on est vraiment ravis. Notre métier de couvreur, il est intéressant à plus d'un titre. On surplombe tout le monde. Donc il y a toujours eu un sentiment d'évasion chez tous les couvreurs. Je pense que c'est un trait de caractère chez chacun. On veut tous se détacher un petit peu de ce qui se passe au sol. Et le fait de prendre de la hauteur physiquement par l'endroit où on doit travailler, ça nous libère l'esprit, on est tous heureux déjà de ça. Aujourd'hui, les toits de Paris ne bougent pas beaucoup, ou très peu. Elles fonctionnent très bien comme ça, les toitures parisiennes. Il faut les laisser tranquilles. Des toitures qui se verront peut-être bientôt classées au patrimoine mondial, au même titre que les rives de la Seine. Un dossier d'inscription à l'UNESCO, soutenu par la mairie de Paris, est en préparation. S'il n'est lui non plus pas encore inscrit à l'UNESCO, l'Hôtel des Invalides dresse son dôme doré, tel un phare glorieux, à 101 mètres au-dessus de Paris depuis le XVIIIe siècle. Le général Christian Baptiste veille sur ce bâtiment gigantesque, né de la volonté du grand Louis XIV de fonder un lieu d'accueil pour les vétérans de ces guerres. C'est depuis son point le plus élevé que s'offre la plus éminente des découvertes. Si je me tiens ici, au sommet même de ce petit lanternon, eh bien, j'ai une vision 360 degrés de Paris, ce que les militaires nous appelons un tour d'horizon complet. Et à partir d'ici, on voit parfaitement cette architecture militaire qu'on appelle en grille. Et dans la partie nord, cette grande cour qu'on appelle maintenant cour d'honneur et qui à l'époque était la cour de l'exercice, on faisait l'exercice militaire, on s'entraînait. Ensuite, on voit parfaitement le toit de ce qui est maintenant la cathédrale Saint-Louis. À gauche, la partie maison de retraite pour officiers un peu désargentés. Et sur toute la partie droite là, toute la partie Institution nationale des Invalides et qui s'occupait des blessés.
Ce bâtiment, depuis 350 ans, a gardé sa destination première et c'est bien l'endroit, le symbole même, le bâtiment qui symbolise la rencontre de la France, de la nation avec son armée, le nécessaire esprit de défense qui doit animer chacun d'entre nous et qui doit animer la nation française. Ce dôme que vous pouvez voir briller sous le soleil était l'endroit le plus haut de Paris. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la construction de la tour Eiffel qui est derrière moi, puisque bien évidemment, le roi, lorsqu'il venait se tenait sous ce dôme, et rien ne pouvait être plus haut que où se tenait le roi. C'est à partir de 1676 que l'on ajoutera à l'édifice l'impressionnante chapelle royale, dite église du Dôme. Un dôme qui cache bien ses secrets. Alors ici, nous sommes donc sous la coupole du Dôme des Invalides et il y a une iconographie qui a du sens pour l'époque. Car rappelons-nous que les rois tiennent leur légitimité de ce lien qu'ils ont avec le ciel. C'est une iconographie du haut vers le bas qui montre au peuple français de l'époque, dont beaucoup étaient un peu analphabètes, voilà, je suis le roi de France, je me tiens ici, et mon pouvoir, ma légitimité vient de toute cette histoire qui vous est racontée par cette iconographie. Vu d'en bas, vous aurez du mal à penser que vous étiez debout ici, puisque ce n'est qu'un trait doré circulaire. En architecture, c'est quelque chose de très nouveau, c'est une double coupole emboîtée. Vous avez ce qu'on appelle le tambour qui monte, et vous avez une coupole qui vient s'emboîter comme ceci. Donc c'est en fait un emboîtage qui n'est pas vu du bas. Donc ce truc architectural était là encore quelque chose de très innovant. Par les combles de l'église des soldats, on accède au vaste toit de la chapelle royale. Outre les vues qu'il réserve sur les toitures des bâtiments qui entourent la chapelle ainsi que sur le dôme lui-même, ils présentent eux aussi, par leur architecture en escalier massif et pentu, un caractère très innovant pour le XVIIe siècle. Bien évidemment, par temps de pluie ou d'orage, ce sont des dizaines de milliers de litres d'eau qui s'amoncellent et qu'il faut faire écouler. Or, en 1670, c'est ça qui est extraordinaire, ceci est pris en compte et c'est l'un des premiers bâtiments français où, dès la construction, va être pris en compte cette notion d'évacuation d'eau et on va collecter les eaux pour les envoyer à travers un collecteur d'eau qui traverse la cour d'honneur et qui va à la Seine. C'est à la fois impressionnant, beau et très judicieux au point de vue architectural. Vous savez, ces toits et ces hauteurs, eh bien, on n'est pas blasé, on ne s'en lasse pas. À chaque fois que je monte ici, eh bien, écoutez, je me dis que je suis chanceux et je m'assois sur un coin, je regarde et ça me permet comme ça de pouvoir éventuellement prendre de bonnes décisions quand j'ai un problème à régler. À partir des années 1910, le toit-terrasse est devenu la norme dans la construction des immeubles à Paris. Mais il est resté souvent peu aménagé, devenant dans la seconde moitié du XXe siècle une simple surface étanche échappant à tout traitement paysager. Ce n'est que récemment que certains propriétaires ont décidé d'en tirer profit et d'y créer, par exemple, de véritables îlots de verdure. Des îlots qui tranchent radicalement avec la mer de zinc environnante. Hugues Pevergne, jardinier paysagiste, s'est fait une spécialité de ces jardins suspendus, comme il aime à les appeler. C'est complexe d'amener un jardin sur les toits d'une ville comme Paris, puisque tout semble un peu hostile. C'est en essayant de trouver des solutions à ces contraintes, s'appuyer dessus, qu'on va réussir en fait à les faire disparaître, à les faire oublier. C'est un super beau challenge d'amener la nature comme ça dans un endroit aussi inattendu. Et surtout d'être constamment surpris. J'ai l'impression que j'apprends toujours. La nature me laisse croire que je maîtrise un peu tout ça, mais elle en fait bien aussi qu'à sa tête. Faut pas aller contre, ça c'est sûr. Faut être à l'écoute, comprendre. Et j'aime bien le terme se faufiler dans tout ça. Il n'y a pas de règle établie. Chaque fois, on découvre des nouvelles plantes qui peuvent pousser comme ci, comme ça. Ça semble infini, en fait.
On croit qu'il faut beaucoup de moyens, certes, il en faut. Mais ce qui est important, c'est pas d'amener les plantes, clac, et dire ça y est, j'ai fini. Non, ce qui est important, c'est de faire comprendre aux urbains que l'intérêt, c'est aussi le cheminement de ce jardin. De dire, voilà, on l'a mis en place, et qu'est-ce que ça va être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Et c'est pas, une fois, une propriétaire m'a dit, bah, on va mettre un rosier. Je lui dis, non, le rosier poussera pas. Elle me dit, bah, c'est pas grave, on en remettra un neuf. Je peux pas travailler comme ça. Je ne plante pas un végétal pour dire que dans 6 mois, elle sera morte et que j'en mets une autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment elle va se pencher pour aller chercher la lumière. Peut-être qu'elle va prendre un coup par là, elle va se tordre. Et c'est cette notion, cette âme un peu qu'elle va prendre au fil du temps qui m'intéresse. Hugues s'investit à long terme pour chaque jardin qu'il crée. Continuons le plus souvent à les entretenir pendant plusieurs années. Son objectif est un subtil équilibre entre intimité et ouverture sur la ville. Quand les gens arrivent sur leur terrasse, ils veulent pouvoir se poser et être, par exemple, un peu à l'abri des regards. Mais on va surtout pas se couper des toits, parce que c'est vraiment ça qui est magnifique, c'est le contraste entre cette nature exubérante et la proximité, par exemple, de la Tour Eiffel ou de certains autres monuments. Dès que le regard s'échappe sur les toits, au contraire, on va ouvrir ou on va mettre peut-être un végétal devant, mais on va le rendre transparent pour justement voir ce monument, mais à travers une plante. Quand je jardine, tout simplement, moi je me sens un vrai privilégié. Je jardine et en même temps je vois les cheminées, je vois le ciel. On sent bien qu'il y a un besoin de temps en temps de souffler, de s'échapper. Et finalement, ne serait-ce qu'un petit balcon peut devenir une petite pièce supplémentaire. On peut mettre un petit guéridon, s'installer pour boire un verre avec son voisin, un ami, quoi que ce soit. Et du coup, on est un peu ailleurs, on fait un peu une relâche, tout en étant tout près de la ville. Pour moi, jardinier, c'était presque un petit peu péjoratif. C'était celui qui ramassait les feuilles et qui n'avait pas d'intervention sur la nature. J'aimerais des fois être un peu, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est ça qui me donne la pêche, être un peu comme un peintre qui arrive et qui installe son chevalet, ses tubes de peinture, ses pinceaux. Bah, moi, c'est les bacs, les plantes, les matériaux. Bien sûr que c'est une logistique, une organisation importante à mettre en place, mais c'est au service d'un instant créatif ou de plusieurs micro-interventions qui vont faire que, pas parce qu'on a dit ça sur le plan qu'on va le faire au millimètre. Il faut se garder une grande liberté de faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de fonctionner. Je ne change pas la scène, mais je permets à l'ensemble de vivre ensemble, de cohabiter. Et tout ça comme si c'était par magie que ça se faisait tout seul. Je suis quand même un petit peu responsable de certaines choses, même si la nature fait beaucoup de choses, mais voilà, ça c'est gratifiant de dire, bah, grâce à moi, ces 2 plantes, ces 3 plantes se sont associées et ont l'air de bien se plaire ensemble. À ces usages privatifs, réservés aux happy few, répondent des usages plus collectifs des toits de Paris. À quelques encablures de nos jardins suspendus, certaines toitures de zinc dissimulent justement des infrastructures insoupçonnées à cet étage de la ville. Aux commandes de l'étonnant tennis de la cavalerie, Olivia Seurat perpétue son héritage familial. Ce tennis a été créé en 1924 par l'architecte Faradesh. Ce tennis a toujours été une histoire de famille. C'est-à-dire qu'au départ, c'était ma grand-mère qui a revendu ses parts à mon père, qui a embauché une de mes tantes. Après, c'est encore une autre de mes tantes qui a pris le relais. Et puis, la nouvelle génération est arrivée sur le lieu pour essayer de faire aussi de nouvelles choses ici, parce que c'est un endroit qui mérite de vivre. D'une manière générale, nos joueurs, déjà, avant de s'inscrire, viennent visiter le terrain. Et alors là, déjà, en général, ils sont assez conquis. Et après avoir joué une première fois, je crois vraiment qu'on a l'impression d'être particulier, de se dire, là, je viens de jouer, posé sur 6 étages en dessous, face à la Tour Eiffel, on sort boire un verre d'eau en contemplant les plus beaux endroits de Paris. Et ils sortent juste avec un regard émerveillé et qu'ils ne perdent pas en plus, parce qu'on a quand même des générations de joueurs qui se succèdent, parce que les heures sont très rares. Et on a toujours ce même émerveillement au fur et à mesure des années. Et ça, c'est très agréable.
C'est un endroit qui est tellement particulier qu'on veut garder cet endroit un peu magique, un peu à part et se garder ce petit créneau d'1 heure par semaine où on se dit bah là, c'est mon petit moment où je suis là et je suis pas ailleurs et je suis au sommet. La hauteur des immeubles, et donc des toitures, a toujours été strictement encadrée à Paris. Dans la plupart des quartiers, cette hauteur ne peut dépasser 37 mètres, voire souvent moins. À cet égard, la tour Montparnasse fait figure de monumentale exception. C'est à une volonté présidentielle, celle de Georges Pompidou, que l'on doit l'édification de ce qui fut le plus haut gratte-ciel d'Europe jusqu'en 1990. À 210 mètres du sol, l'observatoire aménagé au sommet accueille de nombreux visiteurs venus se régaler d'une vue époustouflante sur Paris. Ces 53 étages font également de la tour le plus vaste bâtiment de bureau de la capitale, où 5000 employés se rendent chaque jour. Peu savent pourtant qu'une brigade de pompiers très spéciale, rompue aux entraînements en altitude, se rend régulièrement sur le toit. L'équipe en exercice aujourd'hui est dirigée par Sylvain, sergent au sein du Grimpe. Le Grimpe, c'est le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Comme son nom l'indique, c'est d'intervenir dans les milieux où les pompiers traditionnels sont un peu bloqués, soit par la hauteur, la profondeur ou par rapport au risque. Souvent, c'est principalement le risque de chute. En fait, on vient, on est un peu une boîte à outils pour eux. On leur offre des possibilités pour pouvoir continuer l'intervention dans des bonnes conditions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler une victime qui s'est blessée, un ouvrier qui travaillait, qui s'est blessé sur la terrasse en partie basse, donc à une vingtaine de mètres d'où on se trouve actuellement. Donc nous, l'objectif, ça sera de la prendre en partie basse pour la remonter sur la terrasse, pour qu'ensuite les secours puissent l'emmener à l'hôpital. Le Grimpe, ça reprend principalement des techniques de travail sur corde, donc tout ce qui est utilisé en spéléologie, en alpinisme, toutes ces choses-là. On adapte au milieu du secours pour travailler sur intervention. Et ça fait quelques années que je pratique la spéléologie. Et sinon, depuis tout petit, j'ai toujours été sur les toits, fils de charpentier. Donc Les premières interventions qu'on fait, c'est principalement du brancardage de personnes blessées ou malades. Donc soit des personnes obèses, on ne peut pas descendre par les escaliers, soit des personnes qui sont dans des locaux où les communications sont exiguës, on ne peut pas les passer. Donc là, on fera un brancardage par la fenêtre. Ok, Sylvain, victime conditionnée. Les 18 pompiers de cette brigade d'élite, basée en Seine-Saint-Denis, interviennent en moyenne 160 fois par an à Paris et dans la Petite Couronne. Outre les blessés, il peut s'agir d'aller récupérer un laveur de vitres bloqué dans sa nacelle ou de sécuriser un échafaudage pendant une tempête. Parfois, cela peut être plus traumatisant. Après, les interventions souvent les plus compliquées, c'est les personnes menaçant de se jeter dans le vide, où là, la personne bouge. L'objectif, c'est d'aller l'atteindre pour communiquer avec elle, éviter qu'elle saute. Là, il faut vraiment faire très attention de ne pas prendre de risques et d'être toujours en sécurité. De toute façon, qu'on soit en exercice ou en intervention, les risques sont les mêmes. Il y a 210 mètres de vide. Qu'on chute aujourd'hui ou demain en intervention, le résultat sera le même. Après, c'est un métier qui est intéressant parce qu'on fait des choses particulières. Au niveau exceptionnel. De toute façon, dans les endroits où on va chercher quelqu'un qui y est allé. Donc, c'est que c'est possible d'y aller. Les pompiers du Grimpe ne sont pas les seuls à intervenir sur les toits. D'autres ont également trouvé de bonnes raisons d'y monter. Depuis une dizaine d'années, on assiste à une véritable explosion du marché de la végétalisation urbaine. Et les toits sont loin d'en être exclus, même si leur dimension potagère demeure encore relativement faible à Paris. Deux jeunes scientifiques et entrepreneurs, Nicolas Bell et Frédéric Madre, ont décidé de partir à la conquête des toits pour les rendre comestibles. Ensemble, ils ont créé la société Topager,
dont l'une des activités est de créer de véritables jardins potagers sur les toits, notamment pour des professionnels, comme ici sur la terrasse du Palais de la Mutualité, écrin du terroir parisien, l'une des brasseries d'un célèbre chef étoilé. J'avais commencé à faire d'autres bacs avec des fraises pour... Ça va, le filet, il est assez efficace? Oui. Ben, il y était pas en fait, et là on l'a rajouté exprès parce qu'on avait trop de fraises qui se faisaient manger. Les oiseaux, c'est quand même une calamité sur cette toile. On s'intéresse essentiellement à ce que la ville devienne comestible et sauvage à travers la végétalisation des bâtiments, des jardins, etc. Donc de créer des jardins qui puissent être nourriciers ou qui puissent être des lieux d'accueil de la biodiversité urbaine. On travaille énormément à faire des sols très performants, des systèmes très performants qui permettent que même d'avoir une production intéressante, même sur une surface minuscule. Lucie, en charge du potager de la Mutualité, accueille le chef venu faire son marché. Bonjour. Bah ouais, ça va et toi? Bien. Ouais. Ouais, t'as vu, ça y est, ils sont bien gros là. Je pense qu'on peut en récolter pas mal aujourd'hui. Mais on y va. Bah allez, ouais. Je fais un petit truc. Gestion du soir. L'objectif du potager pour la Mutualité, c'est surtout de cultiver tout ce qui est ce que peut être valorisé en première fraîcheur. Donc si on prend des produits comme à l'extrême la fleur de bourrache par exemple, c'est un produit qui va s'étioler très vite, qui coûte très cher. Et donc là on a un véritable intérêt gustatif, mais même économique à produire ce genre de produits sur les toits. Le terroir parisien utilise beaucoup de produits d'Île-de-France. Et bien on a aussi une partie plus pédagogique à cultiver des courgettes et des produits comme ça qui n'ont pas courgettes d'Orgeval, des choux de Pontoise, voilà. Des variétés en fait qui étaient présentes en Île-de-France, qui ont plus ou moins disparu. Et donc on remet aussi ces variétés sur le toit de la Mutualité pour perpétuer un peu cette tradition de maraîchage en Île-de-France. Bon, c'est parti pour la cuisine. Selon certaines études, plus de 300 hectares de toits pourraient être végétalisés dans les années à venir. La mairie de Paris vise un objectif d'une centaine d'ici à 2020. Et c'est dans ce contexte que Nicolas et Frédéric ont pu investir le toit d'une ancienne usine d'eau potable, dans la commune limitrophe d'Ivry-sur-Seine. Un espace immense et inexploité de 3500 m², où ils ont lancé plusieurs expérimentations, motivées par une approche nouvelle dont les deux chercheurs ont fait l'un de leurs credos, le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est donc imiter le vivant. Et nous, on s'intéresse notamment à la façon d'imiter les écosystèmes. Et on a 3 voies d'approche. La première, c'est considérer les déchets comme des ressources. La deuxième approche, c'est de rendre les mêmes services qu'un écosystème, c'est-à-dire par exemple réguler les eaux de pluie. La troisième voie, c'est celle d'imiter un écosystème naturel et notamment sur les toits, d'imiter un sol vivant. Nicolas et Frédéric ont développé un concept de wild roof, un toit sauvage, pour lequel ils testent des cultures spontanées, sans terre. Donc on va mettre dans ces 8 parcelles différents substrats de culture, avec aussi différents matériaux issus des déchets urbains. Et on va étudier au cours du temps, donc sur 3 puis 6 ans sûrement, l'évolution du couvert végétal qui va être amené donc par les oiseaux et le vent. Pour nous, l'agriculture urbaine, elle est clairement multifonctionnelle. Se fournir en aliments n'est qu'un des aspects. Éliminer les déchets, créer du sens social, créer du paysage, rendre des services écosystémiques, tous ces éléments-là sont aussi très très importants à prendre en compte quand on cherche à voir la valeur que ça apporte. Quand on voit le nombre de maîtres d'ouvrage et d'architectes qui font appel à nos services pour les aider, pour qu'on puisse mettre en place des projets avec eux, on voit que ça va se développer. Et puis, on va avoir aussi de plus en plus de jardins partagés, de jardins même de copropriété. Tout ça va se développer en parallèle, en espérant que les choses soient bien faites pour qu'il y ait un minimum de contre-exemples et que les gens aient toujours envie de développer ça de plus en plus. Retour dans Paris, au cœur du 13e arrondissement, dont l'urbanisme se caractérise par la présence de nombreuses tours d'habitation. C'est l'un des terrains de jeu favoris de Simon Noguera, phénomène du freerun et esthète de l'acrobatie toitière. À 22 ans, Simon est devenu la coqueluche internationale de cette pratique née en France dans les années 90 et popularisée par le film Yamakasi, un art du déplacement, également appelé parcours. Une discipline physiquement très exigeante,
pratiqué partout dans la ville, mais dont la dimension acrobatique s'exprime pleinement sur les toits. Perché sur celui d'un immeuble bordant la place d'Italie, Simon improvise en compagnie d'un vidéaste de son collectif une petite séance d'entraînement mise en image. Et là, ça va monter ou fais gaffe, hein? Tu la fais en 2 pieds, ouais. Comme ça t'es tendu en haut. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal le comme stop. ça. Ouais. Si on fait une petite capture d'écran à ce moment-là, ça peut être intéressant aussi. J'ai toujours été très sportif et hyper actif. Depuis que je suis tout petit, j'ai baigné dans une ambiance sportive. Mes parents étaient sportifs, on était tout le temps en vacances, à escalader des falaises au sud de la France, ou les week-ends on était à Fontainebleau à grimper sur les rochers. Ce qui fait que de fil en aiguille, grimper, sauter et évoluer avec mon corps, j'ai toujours plus ou moins fait ça. Je pars d'ici, de la dernière cheminée. D'accord. Saute ici, saute bras jusque là. Ouais, ça marche. Hop, je glisse, je remonte. Je saute à côté du râteau électrique. Ouais. Je cours sur le rebord et je disparais par ici. Ça te va? Ouais. C'est parti. Le parcours évolue avec mon corps qui évolue dans l'espace, dans le sens où là où je pose mon corps, j'adapte l'espace à un éventuel terrain de jeu pour mon corps. Et je ne me restreins pas à évoluer simplement dans le 13e arrondissement d'un quartier parisien. Je vais n'importe où et j'évolue en fonction de ce que côtoie mon corps. On crée nos propres concepts d'avancée de notre art et de notre pratique, dans le sens où on essaye de mixer notre pratique avec d'autres. On fait des résidences de plusieurs semaines où on crée un spectacle en collaboration avec d'autres pratiques qui nécessitent aussi la gestuelle corporelle, un peu comme le cirque. Comment notre discipline est en mesure de se greffer dans quelque chose de culturel ou sportif en France. Simplement, comment démocratiser notre pratique. On va déjà l'essayer en presse. Prends le chambre. Je regarde parce que je sais pas. Je fais donc partie d'un groupe qui s'appelle la French Run Family, qui a été créé en 2009 par un dénommé Johan Leroux, qui est champion du monde de cette pratique, du parcours. Donc on a dans cette équipe-là 12 personnes, dont 6 athlètes et 6 membres du staff. On a des photographes, des caméramans, un coach sportif, et depuis on évolue tous ensemble d'un point de vue professionnel en France et à l'étranger. On est tous sur une même pratique, mais je dirais qu'on a tous une vision différente de notre pratique, ce qui fait qu'on a forcément tous un débouché différent en fonction de ce qu'on entreprend pour avancer dans la professionnalisation de notre activité. Mes objectifs, c'est d'être bien dans mon corps et bien dans ma tête, ce qui fait que je découvre une discipline et j'évolue au fur et à mesure du temps à chercher comment être mieux avec moi-même. Et aujourd'hui, j'ai du mal à dormir dans une pièce fermée et où je ne peux pas voir le ciel quand je regarde en haut et quand j'ouvre les yeux. Simplement, je prends du recul et j'y suis bien dans mon recul tout seul. À une dizaine de kilomètres à l'ouest du 13e arrondissement, c'est un autre quartier où les toits vont se percher haut, très haut. La Défense. Le quartier des affaires et de la finance parisienne, situé hors des limites de la capitale, est devenu le plus vaste d'Europe, rassemblant plus de 70 tours, dont beaucoup dépassent les 150 mètres de haut. La tour des Deux est l'une des dernières nées. Culminant à 171 mètres, elle se démarque par son architecture visionnaire, avec son toit ouvert aux éléments, fruit de la collaboration entre les architectes Anthony Béchu et Tom Sheehan. Le toit a été aménagé en jardin des nuages, un nom poétique pour un geste architectural fort au sein d'un paysage dense et vertical. Je pense qu'à la Défense, on a besoin un peu de nature, un endroit où on peut se réfugier, effectivement. Et un toit s'y prête parfaitement parce qu'elle appartient à ceux qui habitent dans le bâtiment. Et c'est un endroit qui est fantastique. Mon métier, c'est aussi d'essayer de rendre les gens heureux. On ne fait pas de l'architecture pour leur matraquer des espaces dans lesquels ils vont être malheureux. On était sur un terrain qui était une fracture urbaine entre la Défense et Courbevoie. On a réinstallé la vie sur le boulevard et petit à petit, cette fracture va complètement disparaître. On a constitué la tour comme un arbre. Le noyau est un noyau en béton, c'est le tronc de l'arbre. Les branches, c'est les poutres des planchers. Et les feuilles, c'est les losanges.
avec cet exosquelette, on peut se dédouaner des poteaux intérieurs. Et donc l'efficacité des plans de travail s'améliore. Il s'est prêté bien à ce site qui était entouré par des bâtiments assez différents, assez rectilignes. Et on voulait se démarquer dans cet environnement proche à quelque chose de doux, de fluide. Donc cette technologie a permis d'avoir 30% de moins de matière. La voie lactée que vous voyez le soir et le ciel que vous voyez dans la journée sur ce jardin des nuages donne une certaine spiritualité, c'est important. L'idée ici, c'était très tôt de créer une destination sur l'O3. On a eu un peu de difficulté parfois à convaincre nos maîtres d'ouvrage parce que ce n'est pas un espace qui est loué, il ne fait pas partie du programme. Mais je pense qu'en définitive, ils sont très contents. On a été chercher des pins en forêt noire à 1500 mètres d'altitude pour qu'ils résistent au vent l'hiver sur la terrasse. Si vous voulez. On a été très loin. La toiture est importante dans la démarche de développement durable pour qu'on récupère les eaux de pluie, pour aussi créer un espace végétal. Je pense qu'il y a peu d'oiseaux ou d'abeilles qui arrivent jusqu'ici, mais quoique. On a trouvé pendant le chantier un nid d'oiseaux qui était au, je crois, 34e étage. Le monde cartésien est en train de disparaître petit à petit pour être remplacé par ce monde fractal. Où partage, échange, mutualisé, communication, innover vont être les mots qui vont guider notre travail d'architecte. Ce bâtiment est un peu un manifeste. C'est une première position qui montre ce qu'on a essayé de faire et où on va. C'est important de savoir où on va. Je suis certain qu'on va de plus en plus habiter sur les toits. Pour cette simple raison. C'est un espace qui est unique. Tout le monde va être sur le toit. Il n'y en a qu'un dans un immeuble. Il faut y aller. Si tout le monde ne pourra pas habiter sur les toits, il est certain, en revanche, que de plus en plus de Parisiens souhaiteront y accéder, pour y importer toutes sortes d'activités qui, là-haut, prennent un relief particulier. L'une des disciplines les plus en vogue ces dernières années sur les toits de Paris se pratique notamment, quelques jours par an, sur le toit du Théâtre des Champs-Élysées, où s'étire la terrasse du restaurant La Maison Blanche. Des séances de yoga aérienne, orchestrées par Stéphanie Ferré, professeure dans un studio voisin. Placer les bras vers le ciel, regarder en haut. Toutes les postures d'équilibre sont différentes parce qu'on a des points de focus qui sont très éloignés. Il faut vraiment être concentré. Tous les bruits de la ville qu'on perçoit, qu'on connaît, en étant en bas et en étant dans cette ville, en habitant dans cette ville. Mais en fait, sur cette terrasse, ils prennent une toute autre dimension et on les accepte et on les apprécie. C'est un vrai challenge sur les postures d'équilibre parce qu'on est beaucoup plus conscient et tout de suite de nos peurs, de nos postures sur la tête, la peur de perdre l'équilibre, la peur de ne pas réussir sa posture ou aussi de pas être focus. On voit quand notre esprit s'évade, commence à regarder la Tour Eiffel, les toits en face. Lors de la pratique, tout le monde est boosté peut-être par l'énergie de la ville qu'on respire et qu'on sent par les pores de la peau. Et du coup, il n'y a pas une vraie perturbation. On n'est pas distrait par la ville. On fait partie de la ville et on fait notre pratique. Si les activités sportives ou de relaxation se multiplient sur les toits, ces derniers restent souvent inaccessibles à un grand nombre de Parisiens. Passer une soirée romantique sur les toits, loin des foules, voilà un privilège que deux toiturophiles dans l'âme, Laetitia Gadan-Carmali et Romain Ozzi, ont décidé de proposer à leurs clients.
Notre passion pour les toits remonte à très longtemps en fait. Tu veux raconter? Au lycée, c'est surtout lui en fait qui m'a initié à la toitophilie, toiturophilie. Ouais, on connaissait pas le terme toiturophilie, c'est vrai. Ouais. Laetitia et moi, on est des amis du lycée, donc ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et moi, j'ai toujours été un fan, effectivement, de monter le plus haut possible et de trouver des petits parcours privilégiés pour monter sur les toits. Et donc, je l'ai vite pris par la main. Et donc, on a passé pas mal de temps sur les toits de Paris. Parce que c'est là qu'on se sentait bien, parce qu'on, voilà, sur un toit, tu refais le monde. Tu sors des cours ou tu y vas pas, et puis tu squattes toute la journée, toute la nuit, tu dînes là. T'as l'impression d'être hors du temps. C'est un moment de la ville qui se fige. Le temps, il est suspendu et on est au-dessus. Et c'est un peu comme si on dominait. On a une relation privilégiée à la ville, en fait. Nos deux passionnés des toits ont récemment créé une agence qui organise des événements un peu particuliers. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des surprises sur mesure. Donc, en fonction de la personne à qui on va faire la surprise, on écrit un scénario, on engage des comédiens, on crée des décors et on monte une histoire qui va se passer dans la vie réelle pour surprendre la personne en question. Et donc, on fait ça pour les demandes en mariage, les anniversaires... les bar mitzvahs. Non, mais arrête, là, t'es en train de vendre. Oui, c'est ça. Ça fait un peu pub. Et appelez-nous. Ça va pas. Sacrifice humain. Non, 08 ça va 08 pas. et appelez-nous. Le but, c'est un peu d'émotion, du plaisir et des trucs inattendus. Alors, la surprise d'aujourd'hui, donc c'est Lily, 30 ans, qui nous a appelé en nous disant je voudrais faire une surprise pour l'anniversaire de ma meilleure amie, Camille. De là, en fait, on crée donc ce petit scénario. Et finalement, tout ce qu'on a installé là comme déco sur ce toit, c'est toute l'histoire de cette Camille et leur relation à elle deux. En amoureux des toits, Laetitia et Romain regrettent qu'il soit encore trop souvent interdit d'accès. Si tu connais pas quelqu'un qui a un accès, tu montes pas, quoi. C'est un peu comme en club, quoi. Tu connais pas la bonne personne, tu rentres pas. C'est un peu ça. C'est un peu VIP, en fait. C'est un peu VIP, ouais. Je comprends, moi, tous les gens qui nous demandent des événements, des surprises sur un toit. C'est vraiment le summum du cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un à qui on a envie de faire plaisir. Quelqu'un qui aime cette ville et... Tu vois, là, par exemple, en bas, c'est peut-être l'enfer, des embouteillages, 10 milliards de gens sur les trottoirs. Et ben là, nous, on est bien, on est tranquille, il n'y a personne. On n'a pas chaud du tout, c'est génial. Voilà, on est au soleil, on est bien, c'est parfait, quoi. Le toit demeure en effet, par définition, un espace unique, et parfois même stratégique dans certains bâtiments. C'est le cas de l'impressionnant toit-terrasse de l'immeuble qu'a occupé pendant plus de 15 ans une grande agence de publicité au cœur du 10e arrondissement. Un toit qui, en cette fin d'après-midi de juillet, s'apprête à accueillir une grande fête qui réunira les collaborateurs de Rémi Babinet, le président de l'agence. Pour l'heure, la plupart sont encore au travail dans les étages inférieurs. Un toit ouvert sur tout Paris, dont Rémi a une jolie définition et dont il n'est pas peu fier. Ce qui est génial dans ce toit terrasse, c'est qu'il ne sert à rien, mais vraiment à rien, c'est très agréable. Je pense que la vue qu'on a de Paris à 360 ici, c'est la plus belle vue de Paris que je connaisse. Je dis pas ça parce qu'on y est, mais je connais pas mal des vues de Paris et c'est la plus belle vue de Paris. On voit le vieux Paris, on voit le Paris qui s'est construit, on voit la Défense. Il y a des chaises, on peut s'installer, on peut discuter, et puis surtout on peut regarder le paysage. Ça sert à rien, mais c'est précieux. Le toit terrasse, quand on est arrivé, on l'a pas vu du premier coup. Et à la troisième visite, on s'est aperçu qu'il y avait un toit terrasse. On a halluciné tellement la vue était belle. Et on l'a laissé comme un pont, un peu un pont de bateau. Mais c'est une pièce maîtresse du bâtiment. Tout le monde y va, pour un oui ou pour un non. Moi, j'aime bien le côté... on voit la ville de haut, ça calme. C'est un autre point de vue sur la ville. On la subit pas de la même manière. Ça a une beauté extraordinaire.
C'est vraiment un monde au-dessus du monde réel. Et du coup, oui, il y a pas mal de marques qui montent sur les toits. J'ai pas d'exemple là en tête. On a fait des shootings sur les toits alors que normalement on aurait dû les faire sur des trottoirs. Ça fait décoller l'ensemble, ça donne de l'air. Donc Paris, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup finalement de points de vue sur cette ville d'en haut. C'est particulier parce que selon le point dans lequel on est dans Paris, on peut avoir une image complètement différente de Paris. Malheureusement, souvent, les vues sont tellement extraordinaires que ça enferme Paris un peu dans l'idée qu'on a de Paris, oh, la plus belle ville du monde, la ville pour les Américains, les Chinois. Et moi, je suis un peu triste que Paris soit enfermé dans cette vision-là. C'est vrai que quand on a une terrasse comme ça, et quand on fait une fête et qu'il fait beau, on a tendance à aller sur la terrasse, tout le monde est content. On bosse dur, et on a des rythmes un peu fous. Prendre un bon moment ensemble, et se relâcher, surtout dans ces conditions-là, ouais, c'est important. Un Touac a quitté l'agence en 2016 pour de nouvelles aventures en banlieue parisienne. Si les toits sont assurément de futurs lieux de la fête à Paris, ces vecteurs de rêves et d'interdits ont avant tout inspiré les artistes, romanciers, poètes, peintres et autres photographes. Sur les toits de l'église Saint-Méry, face au centre Georges Pompidou, nous retrouvons Alain Cornu. Ce photographe s'est lancé en 2010 dans un lent et minutieux travail de documentation des toits parisiens, intitulé simplement « Sur Paris ». J'ai voulu vraiment partir dans un imaginaire par rapport à la ville. Bon, j'avais des références, on va dire, d'enfance, qui sont tout bêtement les Aristochats. Et du coup, repartir sur les toits, les redécouvrir à la nuit tombée. J'ai vraiment voulu raconter des histoires comme ça, des histoires de gens qui sont chez eux, qu'on imagine vivre chez eux. Donc je suis très très contemplatif par rapport à tout ça. J'ai l'impression de m'extraire un petit peu du coup de la ville et d'être vraiment un observateur. Et ça me plaît beaucoup. Alain et Patrick, son fidèle assistant, sont toujours en quête de nouveaux toits. Ce soir, ils investissent un décor inédit, en plein cœur du vieux Paris. Un Paris qu'Alain photographie de manière traditionnelle, à la chambre. Ouais, très bien. Ouais, c'est top ça. De toute façon, il y a un plan là qui est vachement bien. Tout cet enchevêtrement là, tu vois, les tout petits zingues là, c'est génial. Il y a une petite plongée là, tu vois. Ah, c'est bien là. Il y a plein de trucs à faire ici. Ça m'intéresse assez peu, les vues, les belles vues en fait. Par contre, la moindre cheminée, le moindre bout de zinc, les antennes, tout cette espèce d'univers très quotidien et très caché en fait, me plaît beaucoup. Waouh. À vrai dire, je sais pas pourquoi, mais il y a une esthétique un petit peu du quotidien que j'ai envie d'explorer. T'as vu ça, c'est beau, hein? Super, avec le ciel en plus, t'as vu On pourrait dire que j'ai un côté voyeuriste, mais non, j'ai pas cette sensation-là. J'observe. On peut s'imaginer, en fait, toutes ces vies comme ça, le soir, les gens qui rentrent chez eux. Donc on imagine plus qu'on voit, finalement. Et voilà, c'est dans la boîte. Ouais, c'est bien. Waouh. Super beau. La lumière très douce, là. J'utilise beaucoup les lumières de la ville. J'utilise même que cela parce que je ne rééclaire rien. Et mes compositions, en fait, sont basées essentiellement sur la lumière qui m'est donnée. C'est vraiment prendre des instants comme ça de lumière à la nuit tombée. Toc, c'est bon. C'est pas forcément sur les toits les plus prestigieux ou justement avec des vues extraordinaires qu'on fait les meilleures photos. Tu me fais un petit coup de laser là. Parfois, on peut se retrouver
au fond d'une cour avec un mur aveugle devant nous en se disant « Ouh là là, on va pas pouvoir faire grand-chose ». Et en fait, il s'avère qu'on peut s'amuser pendant une soirée sur ce petit morceau de zinc de 20 mètres carrés. Je me laisse surprendre à chaque fois. C'est parti. Finalement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision de la ville un peu globale. Si je me donne le temps qu'il faut, c'est-à-dire je me donne une dizaine d'années pour faire ce sujet-là, j'aimerais avoir un maillage comme ça de la ville, quartier par quartier, et donc d'avoir au final une vision globale de Paris. Beaucoup de gens sont montés sur un toit un jour pour faire une fête entre copains. Donc il peut y avoir cet aspect-là, ça rappelle des souvenirs aux gens. Et puis d'autres gens qui sont très curieux de voir la ville vue du dessus comme ça. Donc je me rends compte que les gens sont assez réceptifs au sujet.